Alors, quels sont les types de véhicules en fonction des marchés? Alors, on voit vraiment 5 familles de véhicules. Aujourd'hui, on a les multicoptères, donc beaucoup de rotors distribués complètement. On a des quadcoptères, moins de rotors. On a des hybrides, donc avec des éléments pour assurer des éléments indépendants de décollage vertical et de propulsion horizontale. On a des tilt-rotors, donc avec des conversions de plans de poussée. Et enfin, on a des fixed-wing avec de la thrust vectoring qui sont dans les cartons. Alors évidemment, chaque technologie a ses avantages et ses inconvénients. Le multicoptère a un disque, un chargement de disque qu'on appelle très faible, donc un niveau de bruit très acceptable. Je peux vous donner un exemple de volocoptère, par exemple, ils sont à environ 65 dB, ce qui est vraiment très peu. Ils ont une grosse capacité de faire du vol sans vitesse, donc horizontal et vertical. Ils ont un faible downwash, c'est-à-dire que l'air autour du véhicule, quand vous embarquez ou débarquez, s'il y a les rotors tournants, contrairement à un hélicoptère qui peut être assez pénible, là c'est assez faible. Par contre, ils ont une très faible efficacité en vol horizontal. Ils dépensent beaucoup d'énergie et ils ne vont pas très vite. L'autre gros avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont très résistants au phénomène de turbulence. Et c'est un phénomène qui va potentiellement être un driver du marché parce que on peut voir que, par exemple, les fixed-wing à poussée vectorielle, typiquement, si vous êtes très sensible à des turbulences, et on voit que l'environnement urbain est très turbulent, si chaque passager renvoie son déjeuner lors du vol, ça ne va pas aller très loin. L'expérience va s'arrêter assez rapidement. C'est un élément potentiellement dimensionnant pour le marché et l'acceptabilité. Et donc, par contre, évidemment, si on veut faire du long range, le fixed-wing vector thrust est le plus efficace. On utilise beaucoup d'énergie pour le décollage, l'atterrissage vertical. Par contre, on a beaucoup moins d'énergie à dépenser pour faire du vol horizontal. Ensuite, donc vraiment, on a une gradation. Et les marchés, si on fait du point-to-point intercity, on va plutôt s'orienter vers du tilt-rotor, de l'hybride et du fixed-wing à poussée vectorielle. Par contre, si on va dans l'intra-city, on va plutôt aller vers des quadcoptères ou multicoptères qui ont des grandes stabilités. Alors, quelles sont les prédictions du nombre potentiel de machines à l'horizon 2050-2040 ? Les prévisions montrent qu'il y aurait environ un besoin dans le monde de 100 000 machines. Avec bien sûr une progression linéaire. Et vous voyez la répartition principalement en air taxi, airport shuttle, c'est un grand pas, et par contre intercity, beaucoup moins. Alors, vous voyez que les premières opérations, les premiers véhicules, on estime à environ 3000 le nombre de véhicules en 2025. C'est déjà optimiste, mais ça peut arriver. Aujourd'hui, il y a des fabricants type Ehang qui sont chinois, qui ont déjà fabriqué une centaine, voire plus, voire 200 véhicules, qui sont en ultralight, non certifiés, mais qui sont là quand même, et disponibles sur le marché. Alors, là aussi, pour vous donner un petit ordre de grandeur, qu'est-ce que ça représente ? Aujourd'hui, les gros porteurs, il y a environ 21 500 gros porteurs dans le monde qui volent pour assurer le transport des passagers. On a mis 60 ans à atteindre ce chiffre. Et aujourd'hui, on estime à 100 000 le nombre de ces véhicules dans les prochains 30 ans. Donc ça donne un petit ordre de grandeur. C'est plutôt de la production de masse, donc. On passe d'une production très faible, entre guillemets, même un A320, aujourd'hui, c'est 50 ou 55 avions, 54, je crois, par mois. Là, on est à un ordre de grandeur de plus. Par contre, on n'est pas encore à des niveaux de l'automobile. Donc c'est un niveau de production qui est intermédiaire, et vous savez que les intermédiaires en production, on n'aime pas trop ça, parce que les économies d'échelle sont peut-être pas au bout, si on n'a pas des millions de véhicules, et on n'est pas non plus dans l'artisanat. Donc ce niveau de production est peut-être difficile à atteindre de manière assez profitable pour l'industrie.
Par contre, tous les business qu'on voit et qui viennent nous voir aujourd'hui sont basés sur un nombre étendu de véhicules pour faire leurs opérations. Personne ne parle de livrer 10 avions à un opérateur quelconque, ou 10 machines, pardon, à un opérateur quelconque, et de faire et dire après débrouillez-vous avec vos opérations. Non. Quasiment les 90% des personnes que l'on voit veulent intégrer les opérations dans leur business. Fabricants, opérateurs, et bien sûr maintenant s'associer, puisque quand vous faites tout, et donc vraiment avoir toute la chaîne de valeur. Ce qui est assez intéressant et ce qui est nouveau dans l'industrie aéronautique aujourd'hui. Un petit peu de projet, vous montrer un petit peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a environ 200 projets recensés qui sont développés dans le monde, ce qui est un chiffre non négligeable. 50% en Europe, ce qui est pas mal. On verra le côté sombre à côté. Et puis, par contre, 50% dans le reste du monde, notamment en Chine et aux US. Ce qui est paradoxal, c'est que l'Europe a 50% des projets, mais on est bien en deçà des investissements américains et chinois. Je vous donne un ordre de grandeur. La Chine et les États-Unis, sur certaines briques technologiques, ont investi 100 milliards chacun sur environ 150 entreprises dans chaque pays. Donc 100 milliards distribués à 150 entreprises. Voilà. En Europe, on est à 10 milliards, donc déjà l'ordre de grandeur est quand même assez incroyable, sur 250 entreprises. Cherchez l'erreur. Donc on a plus du saupoudrage financier qu'une vraie cohérence industrielle comme peuvent l'avoir les Chinois et les Américains. Donc on peut être leader masqué. Par contre, au niveau des investissements, il ne faut pas se leurrer, on est quand même très loin. Et d'un ordre de grandeur. D'ailleurs, les 3/4 des projets européens, entre guillemets, si vous regardez un petit peu le capital et tout ce qui est venture capital derrière, à 99%, vous avez des investissements chinois derrière. 99%. Certains, de manière totale, des entreprises, c'est totalement capitaux chinois, d'autres de manière largement majoritaire. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Par exemple, Volocopter, donc avec leur véhicule Volocity, viennent de faire un tour de série B en funding, et Geely, qui est une boîte qui est un des principaux constructeurs automobiles chinois, a investi 50 millions, ce qui a plus que doublé le capital de l'entreprise. Lilium, c'est Tencent derrière, Tencent, je ne sais plus, là aussi un gros capital risque chinois. Ensuite, vous avez Boeing ici avec Aurora, c'est une entreprise qu'ils ont rachetée d'ailleurs, c'était une start-up qu'ils ont rachetée. Et de manière intéressante, Boeing a complètement racheté la société. Airbus s'est positionné alors avec deux concepts complètement opposés. Le City Airbus et le Vahana. Le Vahana a déjà fait une centaine d'heures de vol, même un peu plus. City Airbus vient juste de commencer et Airbus évalue toutes les configurations. EHang, complètement chinois. Alors celui-ci, il est autonome. Donc pas de contrôle de la machine physique, pas de cockpit. Ils ont accumulé déjà 8000 heures de vol. 8000 heures de vol. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec une machine qui peut faire 35 minutes de vol maximum. Ils ont déjà transporté des passagers et ils le font de manière régulière maintenant en Chine. Complètement autonome. J'étais avec un des sous-traitants majeurs de EHang qui est allé, lorsque les deux sociétés ont signé leurs accords, le PDG de EHang a envoyé un drone chercher les cafés au McDo du coin, de manière autonome avec son smartphone. Et c'est comme ça que les gens sont accueillis. Et ça vole, et ils en ont produit, comme je disais, quasiment 200 aujourd'hui. Ici, vous avez Kitty Hawk. Alors Kitty Hawk, ils viennent de révéler leur dernière machine. Ils ont déjà 3 prototypes. Kitty Hawk, le précédent s'appelait Cora. Cora, d'ailleurs, Boeing a pris des parts dans Cora, dans le projet. Et Cora, Kitty Hawk en a fabriqué une centaine déjà. Ça, c'est leur dernier prototype qui viennent de révéler, le Heaviside, qui vole aujourd'hui. Derrière, il faut savoir que derrière Kitty Hawk, c'est Larry Page.
Larry Page à 100%. Et que les estimations sont d'à peu près 200 à 300 millions de dollars investis à titre personnel par monsieur Larry Page lui-même. Ce qui en fait la société la plus, avec la capitalisation la plus élevée, entre guillemets. Derrière, je crois que Lilium sont à 130 millions de dollars, Joby 130 millions de dollars, ici on est plutôt à 70. Et Lilium, si vous avez lu la presse récemment, cherche un tour de série C, cette fois-ci, à 500 millions. Donc on monte d'échelle là. On va voir comment ça va se développer. Joby Aviation, un des plus avancés également, américain. Pipistrel qui est slovène. Pipistrel est slovène. Ce sont eux qui ont fait le premier avion électrique au monde, complètement à batterie, le Alpha Electro. C'est un General Aviation, plutôt pour du training. Le Bell Nexus et ici le Alakai. Alakai qui est une société US. On va voir un petit peu les... Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? On a toutes les configurations aérodynamiques possibles. Multi-rotor, fixed-wing, les deux, quadcopter, tilt-rotor, celui-ci, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, avec une propeller. Ici, ce sont des duct fans qui tiltent. Et ici, quadcopter. Ce que l'on a aussi, c'est toutes les configurations de propulsion. Full électrique, hybride, par exemple, le Bell est hybride. Fuel cell, le Alakai est basé sur une propulsion à base de fuel cell, donc électrique, mais hydrogène, pardon, mais produite localement. On a aussi toutes les configurations en termes de pilotage. On a les piloted complètement, un volocoptère Lilium sont pilotés. On a les remotely piloted, celui-ci, on ne sait pas si c'est autonomie ou remotely piloted. Mais en tout cas, on sous-estime que c'est plutôt de l'autonomie, puisqu'ils ont une salle de contrôle, mais qui n'est pas forcément en interaction directe avec la machine. Donc, c'est vraiment une marche. Et ceci représente les projets les plus avancés, entre guillemets. Parce que si vous regardez un petit peu plus, vous avez ces configurations. Alors là, je n'entre pas dans le détail de certaines qui sont hautement folkloriques, mais qui existent et qui vous donnent un ordre de grandeur de ce qu'il y a aujourd'hui. Et on peut continuer comme ça, encore des pages. Je vous ai dit 2 champs de projet. J'en ai rajouté 2. Porsche, qui vient de révéler la semaine dernière un partenariat avec Boeing. Et aussi Aston Martin, qui a développé aussi avec l'université de Cranfield en Angleterre, une machine volante à décollage et vertical. Alors, ce qui est intéressant de voir, ce n'est pas le nombre de configurations, c'est qui il y a derrière. Comme je disais, beaucoup de fonds chinois. Par contre, on voit aussi qu'il y a d'autres stakeholders et qu'aujourd'hui, vous avez des startups, vous avez aussi de l'aviation traditionnelle. On a vu Airbus, Boeing se positionner, ou des suppliers d'aviation, Safran, Thales se positionnent en tant que fournisseur. Soit d'aircraft, rotorcraft, il y a Airbus Hélicoptère aussi derrière, et les motoristes. Safran aussi, mais Rolls-Royce aussi. Rolls-Royce a acheté Siemens, la partie électrique, division moteur électrique de Siemens, ce qui est assez intéressant pour se positionner sur ce marché. Une grosse différence avec l'industrie traditionnelle, vous avez beaucoup de constructeurs automobiles qui ont tous quasiment, enfin tous les principaux, investis dans le secteur. Vous avez Hyundai qui vient de créer sa division Urban Air Mobility. Ça a été annoncé il y a 2 semaines. Aston Martin, on l'a vu. Porsche vient de se mettre dedans. Airbus est associé avec Audi. Vous avez Toyota qui est un des principaux actionnaires de Joby Aviation. Et vous avez Daimler qui est un des principaux actionnaires de Volocopter. Et on pourrait rajouter, j'ai oublié de le mettre, Geely qui est le constructeur automobile chinois. Et enfin, vous avez aussi une 3e catégorie qui rentre dedans, qui sont les GAFA. On a vu qu'il y avait Google-like. Et des compagnies IT, Microsoft et Intel ont investi dans ces sociétés. Alors, c'est pour différentes raisons. Les constructeurs automobiles regardent ça en disant « je paye pour voir ».
Je paye pour voir. Est-ce que ce marché va venir grignoter potentiellement le marché du véhicule à un point dans le temps? Aussi pour voir comment les technologies se développent, évidemment. Mais aussi, si le marché se développe, ils sont capables de fournir toute la logistique et tout leur savoir-faire en matière de production. Tous les IT sont plus pour les côtés autonomes et intelligence artificielle, intégration système, qui sont extrêmement poussés sur ces véhicules. Aujourd'hui, tous ces véhicules que je vous ai montrés sont fly-by-wire. Et une des particularités intéressantes, c'est que le flight control et la propulsion sont assurés par les mêmes actionneurs, quasiment, les moteurs. Et donc aujourd'hui, pour les motoristes, dire un FADEC qui est purement pour contrôler le moteur, ça n'a plus aucun sens puisqu'on a combiné les fonctions avec du flight control. Et ça demande des niveaux d'intégration et de développement qui sont assez poussés. Et les algorithmes de ces sociétés peuvent faire la différence à un point. Et évidemment, vous avez aussi des startups qui se lancent dans ce marché, comme tout nouveau marché, et les acteurs traditionnels qui veulent se positionner. Airbus, Boeing ne savent pas quel va être ce marché. Et là aussi, ils développent. Ça peut être aussi des chemins de développement pour des technologies de type single pilot et autonomous aircraft à plus long terme. Donc un petit peu un terrain de défrichement. Et comme je le disais, China, là on ne le voit pas, mais la Chine est partout. Vraiment partout. Alors quelles sont les conditions pour que ce marché se développe? Alors, je suis désolé, je vais un peu vite, mais si vous, à un moment on pourra dire. Alors, une première chose d'abord, je voudrais quand même rappeler que ce marché, il n'est pas nouveau. Ce marché a été tenté dans les années 70 où vous avez du taxi aérien qui a été mis en place dans ces années-là. Et je vous montre une image d'un, je crois que c'est un Sikorsky 61 d'ailleurs, qui est en train d'atterrir sur le toit de la Pan Am à New York et qui faisait la connexion, le building de la Pan Am au centre de New York et l'aéroport de New York. Bon. Et ça, c'était dans les années 70, hein, New York Airways. C'est ça, New York Airways. Alors, et le 16 mai 77, je venais à peine de naître. Qu'est-ce qui est arrivé? Un beau crash. Un beau crash sur le toit de la Pan Am. Alors, tous les passagers sont morts, mais aussi des piétons. Hein, une pale de rotor a été éjectée du building et a tué quelqu'un au sol, je ne sais pas combien, 50 étages plus bas. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le marché s'est complètement refermé. La ville de New York a interdit tout vol au-dessus de la ville. Et ça fait 50 ans que ça dure. 40 ans. 40 ans de vols bannis au-dessus de New York à cause d'un accident de ce type. Donc ça met en perspective aussi le premier enabler qui est la safety, la sécurité des vols. Sans ça, et le transport aérien, son mal, c'est qu'on est très safe et que le public ne tolère pas le crash. Aujourd'hui, si vous prenez l'automobile, est-ce que vous savez combien il y a de morts en Europe par accident de la route? Combien? Entre 36 et 38 000 morts par an. Si ça commence à faire un nombre de cas de crash assez impressionnant, comme en Europe, hein, je ne parle pas dans le monde. Maintenant, vous avez vu qu'un crash sur le toit de New York, et c'est fini. Donc, je dis qu'il y a deux façons de tuer le business. Le premier, c'est d'être très conservateur dans les approches et de mettre la ceinture, les bretelles et tout le tralala pour les aspects safety. Évidemment, si on demande 10-12 comme objectif de sécurité, on va tuer le business. Quasiment aucune architecture est capable de les faire. Et puis ça fait aucun sens. Le deuxième est d'être très relax et de permettre tout et n'importe quoi. Premier accident, peut-être que le marché suivra. Deuxième accident, quasiment mort. Troisième, tout le monde ferme la clé sur la porte. Ce qui est terrible, c'est qu'il suffit qu'un constructeur ou qu'une opération le fasse pour que ça impacte tout le marché. Ça, c'est l'enjeu. Alors,
On voit beaucoup de startups qui viennent nous voir, on sera super safe, voilà. Et puis quand on leur dit, bah voilà l'objectif de sécurité, je détaillerai un peu plus tard, alors là d'un coup, c'est vachement élevé. Je dis, les gars, il va falloir choisir. Soit vous voulez mourir un peu plus tard avec beaucoup de dégâts, parce que tous les investissements que vous avez faits, vous pourrez les mettre à la poubelle, soit vous voulez survivre et c'est maintenant qu'il faut le faire. Ensuite, il y a évidemment toute une partie technologie. On est encore, notamment les batteries. Vous avez vu tous les cas de feu de batterie, c'est très 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 problématique. Tout ce qui est intégration, hybride, tout ce qui est autonomie et ce qu'on appelle connected flight, comment on s'intègre, tout l'aspect air traffic control, on le verra. On a aussi les low-cost computing et ce qu'on appelle cost commercial off the shelf. Évidemment que c'est très tentant d'avoir le computing power disponible aujourd'hui dans les processeurs. Aujourd'hui, un avion n'a pas les derniers processeurs de toute dernière génération parce qu'on est obligé d'attendre que chaque processeur ait eu sa crise de jeunesse, ses bugs effacés, développés, etc. Mais toutes ces opérations demandent beaucoup de ressources en computing. Un des principaux freins, c'est l'acceptance sociale. Et là, autant ici, on a des solutions potentiellement technologiques d'ingénieurs, comme vous êtes tous autour, autant ici, les solutions d'ingénieurs sont assez limitées pour faire face à ce défi. Le premier, c'est le bruit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un petit drone au-dessus de chez vous, c'est très énervant. Et dès qu'il y en a un qui vole, tout le monde le regarde. Quand vous voyez un hélicoptère au-dessus d'une ville, même si c'est pour des secours, tout le monde regarde l'hélicoptère en disant qu'est-ce qui se passe. Vous imaginez que si vous avez 300 véhicules à minima pour servir une ville comme Paris, ça peut être un petit peu problématique si le bruit est au-dessus du bruit ambiant de la ville. Donc ça, c'est un premier. Le deuxième, c'est les aspects de vie privée. Là aussi, comment les gens vont réagir. Est-ce qu'au-dessus de votre immeuble, si vous êtes sur votre balcon, vous allez voir des passagers passer? Je ne sais pas si ça va être vraiment très vendeur. Et enfin, les communautés locales peuvent avoir des spécificités et c'est l'adaptation. Une New York, c'est pas la même chose que Los Angeles, c'est pas les mêmes gens non plus. On peut très bien imaginer que par exemple tous ces aspects en Chine, pas de problème. Le bruit, ils en ont tire-larigot. Les aspects privés, je pense qu'avec le gouvernement chinois et la reconnaissance faciale de tout le monde, c'est pas trop un problème. Et enfin, les communautés locales, il suffit d'avoir le parti pour que tout soit en place. En Europe et dans certains autres pays, c'est beaucoup plus compliqué. L'Allemagne, par exemple, la partie privée est absolument fondamentale. Alors, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut être au moins 4 fois moins bruyant qu'un hélicoptère. C'est vraiment la target minimale. Qu'il faut être au moins 15 fois plus fiable, parce que la maintenance d'un hélicoptère est telle que ça tuerait le business si vous devez avoir... Typiquement, on dit qu'une heure d'hélicoptère, c'est 3 heures ou 4 heures de maintenance. Si vous avez ce ratio, vous tuez le business, évidemment. 2 fois plus safe, et j'ai aussi en charge les hélicoptères. On a lancé une grande offensive, je dirais, sur l'amélioration de la sécurité des hélicoptères. Aujourd'hui, si on prend un ratio de crash hélicoptère et qu'on transpose ça à, par exemple, la flotte A320, la flotte A320 fait environ 1,2 million d'heures de vol par an. Ça voudrait dire qu'avec le même ratio de crash hélicoptère, l'A320 se crasherait 27 fois par an. Alors évidemment, les opérations sont complètement différentes, plus risquées, mais quand même, donc on a fait un step et on travaille très fortement avec tous les constructeurs d'hélicoptères pour améliorer ça. Et évidemment, il faut être 10 fois moins cher qu'un hélicoptère. Là aussi, gros challenge. Et tout ça dans un nouveau cadre réglementaire à définir et à inventer. Les autres enablers, c'est l'incorporation, l'introduction dans le trafic aérien régulier, je l'ai mentionné déjà, mais aussi le développement de ce qu'on appelle l'UTM, Urban Traffic Management, qui est en soi un système entièrement automatisé, sans intervention humaine. Parce que si on fait, on verra un petit peu plus loin, le ratio de tous ces véhicules, vous avez rarement dans un aéroport au même moment 300 véhicules, 300 avions qui atterrissent et qui décollent en même temps. 300, c'est pas possible. Là, vous aurez dans une concentration urbaine 300 véhicules potentiellement, plus des drones de livraison, plus, c'est humainement non gérable.
Évidemment, les infrastructures. S'il n'y a pas d'infrastructure disponible, le service n'existera pas. Et le dernier point, qui est assez important, c'est tout ce qui est sustainability environment. Lorsque l'on voit aujourd'hui les constructeurs et on leur demande, ok, vous savez très bien que les batteries, enfin toute propulsion électrique est très pénalisante et n'offre pas le range que vous voulez. Pourquoi vous avez choisi cette technologie? La réponse est très simple. Toutes les villes où nous allons nous disent, si vous émettez 1 gramme de CO2, vous ne viendrez pas chez nous. La réponse est claire. Donc ils sont obligés de choisir une propulsion hydrogène, fuel cell, parce que l'hydrogène liquide turbine à turbine produit des émissions également. Et donc c'est un des principaux drivers, et ça sera aussi un des principaux drivers d'acceptabilité pour les citoyens aujourd'hui. Alors, évidemment, un petit exemple de challenge, vous avez vu qu'il y en a quand même beaucoup, je voudrais vous demander la densité énergétique des batteries comparée à de l'énergie fossile. Quelqu'un pourrait me dire le ratio? Alors, ah mince. Alors, voici, désolé, c'est dans le mauvais ordre. Voici un graphe qui montre la densité énergétique. Vous avez le diesel ici, alors diesel aviation plutôt, parce que d'autres sont un peu plus par ici. Et ici, vous avez nickel, cadmium, batterie, lithium-ion. Alors, il y a une petite particularité quand même, c'est que vous pouvez utiliser ces batteries sans les endommager qu'entre 20% de charge et 80% de charge. C'est là où c'est l'optimal. Donc, il y a un certain nombre de pourcentages qui ne sont pas comptés. Donc, on est à peu près à 100 fois de densité énergétique inférieure. Alors, le problème, c'est que ce que l'on voit aujourd'hui et le développement des batteries ne montre pas un développement à la Moore-Law, vous savez, comme en informatique, où vous avez une évolution exponentielle des performances. Aujourd'hui, on est une évolution linéaire, pas terrible d'ailleurs. Et ensuite, on a un gros point noir en aviation. L'avantage du liquide quand il est consommé, c'est que vous devenez plus léger. Quand vous devenez plus léger, miracle, votre performance s'améliore. Miracle, votre range s'améliore. Ici, vous partez avec 100 kg de batterie, vous arrivez avec 100 kg de batterie. Pas d'échappatoire. C'est dramatique pour les avions. C'est dramatique. On calcule les avions à l'atterrissage avec la masse à la maximum landing weight, c'est-à-dire qu'on a enlevé et certains, c'est plusieurs dizaines de tonnes de fuel en moins. Ici, quoi qu'il arrive, vous avez le max à prendre. Donc c'est très pénalisant. Alors pour vous donner une ordre d'idée, c'est ce qu'on voit par exemple. On est aujourd'hui capable de faire des electric taxiing, des drones très short range. En 2025, on aura peut-être des hybridations, notamment hélicoptères, voire des VTOL short range. Et là, on était à 100 kW. On passe à 500 kW de demande. On saurait peut-être arriver en 2030 plus avec les technologies, si on est très linéaire, à 1 MW. Par contre, on arrive à une barrière technologique, ici. La barrière technologique, c'est le voltage. Aujourd'hui, on est à peu près déjà aux environs de 800 volts dans les batteries actuelles. Et à 1000 volts, on a une barrière potentielle technologique. Évidemment, les ampérages sont limités, sinon vous aurez des câbles gros comme le poing. Donc on est vraiment face à une barrière et l'évolution va être difficile. Par exemple, pour aller vraiment dans les 10 MW de puissance, aujourd'hui, on ne saurait pas faire, on ne sait même pas l'imaginer aujourd'hui. Alors, maintenant, on va se focaliser sur le premier enabler qui est la safety, puisqu'il est le cœur de métier de l'agence et le cœur de métier de mes équipes. Qu'est-ce que c'est? On a aujourd'hui ce qu'on appelle l'initial airworthiness, c'est-à-dire le design des véhicules. En réalité, on a les règlements au niveau. Par contre, il faut développer tout ce qui est means of compliance associé, qui est potentiellement innovant dans tous les domaines, comme on l'a vu, avec les niveaux d'intégration. Il faut aussi bien prendre en compte qu'il y a aussi les aspects opérationnels et de licence, notamment pour les piloter, pour les remotely piloted et potentiellement pour l'autonomie. Il y aura peut-être des licences opérateurs. C'est quelque chose qui est dans les airs. Les aspects maintenance, les aspects ATM, tout ça sont imbriqués aujourd'hui.
de manière beaucoup plus serrée que le transport traditionnel tel qu'il a été fait aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'on a fait à l'EASA? On a développé des règlements de haut niveau qui sont ce qu'on appelle performance-based. Donc, on met un objectif de performance, de safety. On ne met pas le moyen. Donc, on n'est pas prescriptif. Et par contre, aussi, ce qu'on appelle proportionné avec l'intention du marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a adapté le niveau de sécurité aux opérations. C'est une grande nouveauté. Aujourd'hui, quel que soit le type d'opération, si vous avez un General Aviation ou un large transport, vous avez des niveaux de sécurité complètement homogènes. Que vous fassiez du transport privé ou du transport public. Aujourd'hui, on a mélangé les opérations et aussi on a adapté à la taille de la machine potentielle. Alors pourquoi on a fait ces niveaux de règlement haut niveau? Pour assurer une transparence au marché. Comme vous avez vu, tous ces types de véhicules, s'ils ne savent pas quels sont les critères potentiellement dimensionnants qu'on va prendre en compte, quels sont les règlements de haut niveau auxquels ils vont faire face, c'est difficile pour toutes les équipes de dimensionner quelque chose. Et aussi pour assurer une équité de marché. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez le volocoptère que je vous ai montré, le multirotor que vous avez, si vous prenez comme base les hélicoptères, son niveau de sécurité de base sera 10-9 par heure de vol. Si vous prenez le Lilium, qui est plutôt un fixed wing General Aviation, avec le nombre de passagers, son niveau de sécurité est 10-7. Si vous avez un facteur 100 en objectif de sécurité pour potentiellement des machines qui vont opérer dans le même environnement, le marché est déjà biaisé rien qu'au niveau de la réglementation. Vous favorisez forcément des architectures fixed wing aux dépens des architectures rotor. Et on ne voulait absolument pas. On veut le marché que le marché ait toutes les technologies possibles et qu'il puisse choisir en fonction de la meilleure efficience. Que le meilleur gagne en réalité. Et on voulait être sûr d'être technologie agnostique. Évidemment, on n'est pas parti de rien. On est parti de la partie CS23 pour les familiers, donc c'est plutôt du General Aviation. Amendement 5, puisque c'est un abonnement où on a passé tous les règlements en performance-based. Donc on a fait des standards de haut niveau. Évidemment, la partie hélicoptère a été transposée quand c'était nécessaire et on a aussi inclus des nouveaux règlements spécifiques pour ce genre d'opération. Donc on a publié une condition spéciale VTOL. Si vous ne la connaissez pas, je vous engage à regarder notre site web. Elle a été consultée, on a reçu quasiment 1000 commentaires. Pas quasiment, plus de 1000 commentaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas reçu des commentaires uniquement de personnes du milieu aviation, mais de vraiment complètement des industries auxquelles on ne s'attend pas. Par exemple, pyrotechnie. Donc les gens sont intéressés. On a défini donc à ce niveau-là les top requirements. On est en train de définir des generic means of compliance avec les industries pour adresser ces règlements. Et enfin, évidemment, on aura, pour des technologies très spécifiques aux véhicules, qui ne sont pas génériques, on va développer évidemment des aspects très spécifiques. Alors, le lien avec les opérations, comme je disais, c'est très important et c'est très nouveau. En tout cas, directement dans l'airworthiness. Alors, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de règlement opérationnel disponible pour ce genre de véhicule. Aujourd'hui, il n'est pas possible de voler en milieu urbain, c'est clair. Paris, c'est même, comme New York, complètement prohibé. Et les règles de l'air vous disent qu'au-dessus, je crois qu'on le a, au-dessus de 1500 pieds, vous n'avez pas le droit, en dessous de 1500 pieds, pardon, vous n'avez pas le droit de voler au-dessus d'une ville. Alors, et c'était pour donner aussi de la visibilité aux gens en termes d'opérations. Si vous avez des opérations taxi aérien, si vous êtes en ville, vous n'allez pas avoir des niveaux de sécurité inférieurs. On prend le risque au sol également qui est beaucoup plus important. Alors, en plus, ça existe dans certains domaines très spécifiques pour les vols VFR ou IFR. Je ne sais pas si vous êtes très familier, mais donc Visual Flight Rule ou Instrument Flight Rule, vous avez des liens avec la certification de la machine. Mais c'est très spécifique. Et aujourd'hui, les aspects certification et opération sont de plus en plus imbriqués. Les drones, typiquement, on base beaucoup leur niveau de certification sur la petite opération.
Là aussi, je vous invite, on a publié très récemment une réglementation sur les drones qui définit les drones open, ceux public général, les spécifiques, avec des opérations qui sont identifiées, et par exemple, avec des niveaux de sécurité où ça ne demande pas d'être certifié. Et vous pouvez très bien imaginer un A320 de surveillance au-dessus du Pacifique, aux personnes non habitées, bon, qui soit à 10-9, pourquoi pas, mais c'est peut-être pas fondamental. On pourrait accepter 10-6 pourvu qu'il se crache dans une zone et après ça devient inhabité, ça devient que d'un problème économique. Évidemment, d'un point de vue agence réglementaire safety, on regarde moins l'aspect économique, mais on met les opérations et le risque, c'est une prise en compte du risque opérationnel plutôt qu'au niveau machine. Alors, ensuite, on a eu un problème. Qu'est-ce qui est vital aujourd'hui? Parce que les hélicoptères peuvent très bien nous dire, mais moi aussi, je veux être avec la condition spéciale plutôt que ma vieille Certification Specification 27 ou 29. Alors aujourd'hui, on a défini, est-ce que vous avez ou non strictement plus de 2 lift units? Si oui, vous êtes un VTOL, vous êtes ça, et ils ont tous plus de 2 lift units. Sinon, vous êtes un hélicoptère. Alors, moyennant le tilt rotor à des conditions spéciales à tir-larigot, mais par exemple, tous ceux-là, ils n'ont qu'une seule lift unit, ils sont considérés comme des hélicoptères, tilt rotor également. Vous avez là ici 2 contrats rotatifs, et ici, on a plutôt un gyrocoptère. Alors, aujourd'hui, l'applicabilité de la condition spéciale, on l'a définie exactement comme la CS27 dans les hélicoptères, 3,1 tonnes. Alors pourquoi on a fait ça? On avait d'abord limité à 2 tonnes, et puis le marché a évolué entre la publication et, je dirais, la décision finale. Et on voit que les 3/4 des véhicules, même 95% des véhicules sont en dessous des 3 tonnes aujourd'hui. On a quelques points qui sont complètement hors du graphe, mais qui sont hautement irréalistes également. Sauf le Bell. Donc on a le Bell qui est quand même ici. Ici c'est Vertical Aerospace, Joby, Airbus City. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on a tracé aussi la moyenne entre le nombre de packs potentiels et la masse. Vous voyez par exemple le Airbus City il est pile poil au milieu, donc on peut dire qu'ils ont peut-être été... Et certains sont très optimistes. Et d'autres sont plutôt pessimistes. Donc c'est assez rigolo de voir ça. Alors, quelques aspects clés liés à la condition spéciale. On avait le choix, est-ce qu'on définit ces véhicules comme des avions, comme des hélicoptères, comme des powered lift, qui sont plutôt du tilt rotor. Et on a fait le choix d'avoir une classe spéciale. On les appelait special class. Alors pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, typiquement, avoir tout le legacy de ces machines, et notamment en termes d'opération. Aujourd'hui, si vous déclarez ces machines comme un avion, vous allez avoir tout le training pilote qui va devoir suivre le training pilote avion, même si ça n'a rien à voir et que c'est absolument... on ne le pilote pas comme un avion. Pareil pour les hélicoptères, vous allez introduire tous les aspects training, maintenance, etc., qui ne feront pas de sens. Donc on voulait vraiment éviter ces défauts et essayer d'avoir quelque chose de flexible au maximum, sachant qu'on ne sait pas comment elles volent, ces machines. On sait à peu près, on voit les démonstrations, les démonstrateurs, mais quel sera le résultat final, c'est vraiment une grosse question mark. Quels sont les contrôles aussi? Aujourd'hui, beaucoup de monde part sur un seul contrôleur, et on a, je peux dire, nos pilotes d'essai sont très sceptiques. Pour contrôler, j'avance, je recule, parce qu'ils peuvent reculer, celle-ci, je monte, je descends, je tourne, j'accélère. Avec un seul contrôleur, ça commence à être vraiment challenging. Le deuxième aspect, c'est qu'on voulait être proportionnel. Alors, et on a créé, aujourd'hui, vous avez la CS23 qui a plusieurs catégories et une fonction de sécurité, on le verra. La CS27 qui est vraiment pas proportionnelle aujourd'hui, on voit bien, hein, c'est un step. Et vous avez 2 catégories, catégorie B et catégorie A. Ceux qui ne savent pas, catégorie A, vous pouvez avoir n'importe quelle panne, vous pouvez assurer le vol
à n'importe quel point du vol, c'est-à-dire juste après le décollage ou à l'atterrissage. Catégorie B, vous ne pouvez pas assurer le décollage ou l'atterrissage de manière safe, quel que soit le point de vol. Donc vous avez une pénalité. Et alors on a décidé de matcher un petit peu avec la CS23, d'être proportionné et d'avoir le même niveau de sécurité que les grands pour ce qu'on appelle la Enhanced Category. Alors on va voir ce que c'est. La Enhanced Category, ce sont tous les véhicules qui seront opérés en opération commerciale ou en opération over congested hostile environment. Qu'est-ce que c'est? C'est les zones urbaines. Donc si vous opérez en zone urbaine ou que vous faites payer des passagers de manière commerciale, on se dit, bon, vous avez payé votre ticket, vous devez avoir le même niveau de sécurité que quand vous prenez votre Airbus ou votre Boeing, on va le citer Airbus là, pour faire votre Paris-Toulouse. Hein, si vous voulez faire Paris-Centre, Orly ou Roissy, pourquoi vous serez moins safe dans ces machines-là? Et ensuite, les autres, alors, Operation of Passenger, si vous êtes purement drone et que vous avez du cargo, on pourra rediscuter. Hop. Pour les autres opérations, on pourra être en fonction du niveau de passager. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et je vous donne un petit tableau, comme ça vous pourrez voir un petit peu. Les CS23 entre 10-6 et 10-9, suivant les catégories. La CS27, 10-9 pour tout le monde. Jarus, qui est la partie drone, et Jarus, pour les fly-by-wire, on est entre 10-7 et 10-9 aujourd'hui. Jarus aussi, partie drone. Autonomie, on va augmenter jusqu'à 10-9. Et donc, on s'intercale entre ces valeurs-là. Alors, quels sont les avantages? Donc, on va de 10-7 à 10-9, très similaire au drone. Alors, pourquoi? D'abord, on s'aligne sur les niveaux CS23. On s'aligne sur les niveaux CS25 pour la partie commerciale, aviation. On s'aligne aussi avec les drones à technologie fly-by-wire. Et on s'aligne pour la catégorie Enhanced et au-dessus de 6 passagers avec les technologies autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne veut pas flouer le marché. Si aujourd'hui vous venez et vous développez, vous avez 2 passagers et vous dites allez, je fais comme la CS23, je suis à 10-7. Et demain vous nous dites mais mon marché potentiel et mon retour sur investissement ne sera profitable que quand je serai autonome. Alors on va vous dire ah bah autonome, je suis désolé, vous passez de drone à autonome 10-9, hein, vous gagnez un facteur 100 sur votre niveau de sécurité. Ah, ça va être compliqué de modifier toutes vos architectures. Donc on a assuré la cohérence pour passer ces machines-là à un niveau supérieur. Et donc, on pourra modifier un VTOL d'aujourd'hui pour le passer autonome sans complètement bouleverser toutes les architectures système qui ont été faites déjà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi 10-9? Parce qu'on a fait quelques petites analyses quand même. On n'est pas parti comme ça en disant ouais, super, 10-9, ça nous paraît bien, c'est un joli chiffre, on l'utilise depuis longtemps. Allez, on remet ça? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a pris les cas qu'on nous a présentés réels et dont on a des applications aujourd'hui. Typiquement, volocoptère, Lilium. Alors, Lilium, ils ont modifié leur nombre, hein, donc pas. Par contre, c'est confidentiel aujourd'hui, je ne vous le dirai pas. Mais voici ce qu'on appelle leur concept opération. Donc, 2 passagers, 80 km/h, 30 minutes de vol, 24 km de distance average, fleet size 500 pour couvrir mondial. Hein. Nombre de conditions, de failure conditions catastrophiques, environ une trentaine. Ce sont des machines relativement simples. Et 300 jours par an, en comptant tout ce qui est indisponibilité, maintenance, etc. Lilium, 5 passagers, 250 km/h, une demi-heure de vol, 120 km de distance moyenne, 300 véhicules, 50 failure conditions, la machine est un peu plus compliquée évidemment, et nombre de flights par jour, 15 et 300 jours par an. Alors, à votre avis, vous avez les chiffres. Si on prend du 10-7, on est à un niveau de sécurité de quasiment une moto. Si je pense, vous savez tous que la moto, c'est peut-être pas le moyen de transport le plus safe que l'on ait pu inventer, enfin du moins inventer. Si on prend du 10-8, on est plutôt à la voiture. Je vous ai dit 38 000 morts par an pour une voiture. Bon, alors beaucoup de facteurs opérationnels dessus. Hein. Ce qu'on a décidé, c'est de s'aligner sur les bus. Donc, finalement, Air Taxi, un bus, bon.
En plus, ça fait du sens. 10-9, c'est quelque chose que l'industrie sait faire. On sait que c'est atteignable. Avoir des niveaux de sécurité. Par ailleurs, si je vous dis, le niveau de sécurité, pour avoir le niveau de sécurité d'un airline, on est aux environs de 10-11 avec ces calculs-là. Et c'est des machines. Et là, on a des chiffres très, très faibles comparés au marché potentiel. Donc, on a fait vraiment le plus raisonnable possible. Demander du 10-11 ensuite, après, au-delà de 10-9, les probabilités ne veulent plus rien dire. Donc on s'est dit que c'était potentiellement le bon. Alors, les autres spécificités. On demande du Controlled Emergency Landing pour la catégorie basique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous décollez, vous avez votre vol, et hop, vous avez une panne, et là, vous atterrissez de manière contrôlée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire similaire à une descente planée pour un avion ou une autorotation pour un hélicoptère. Pour la catégorie Enhanced, Commercial Operation ou dans les villes, là, on va vous demander un peu plus, Continued Safe Flight and Landing. Donc, vous avez vos opérations, vous avez un problème, soit vous continuez le vol, vous êtes capable, comme aujourd'hui les avions, typiquement, soit vous vous déroutez sur un vertiport, on va les appeler vertiport parce que c'est comme ça qu'on les a appelés, qui a été prévu pour ça. Alors, on a eu beaucoup de réactions en disant « Oh, c'est impossible, on ne va jamais y arriver ». Si. Certains constructeurs nous disent « Mais moi, je peux atterrir n'importe où, sur le toit. » Mais si le toit est prévu pour une machine de 2 tonnes et vous arrivez avec 5 tonnes, il va peut-être y avoir un problème. Si le toit n'a pas été prévu pour ça, comme les 95% des toits qui sont disponibles, il faut être honnête, si vous n'avez pas spécifié l'encombrement, les masses maximales possibles de ce toit-ci, qui peut être un Alternet, pourquoi pas? Ensuite, si vous avez défini la cour d'école comme un moyen alternatif, ça ne va peut-être pas le faire très longtemps au point de vue du public. Mais il y en a qui nous disent « Mais je peux atterrir n'importe où, même à la cour d'école. » Oui, alors va falloir quand même discuter là. Et il faut être réaliste, je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Si vous n'êtes pas sérieux, ce sera... Une grande différence avec les hélicoptères. No single failure catastrophique. Alors, vous avez vu que je viens du monde fixed wing, large transport essentiellement. C'est un postulat de base. Voilà. Quand j'ai découvert les hélicoptères et qu'un boulon pouvait amener l'hélicoptère au tapis, j'ai regardé mes équipes, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette machine? Et mais on fait ça depuis 50 ans. Et vous voyez des designs d'ailleurs, qui est très intéressant. Personne n'a remis en cause ce phénomène. Alors qu'on peut très bien le faire technologiquement avec du fail-safe ou des trucs comme ça, au moins pour amener l'hélicoptère à sa base. Et là, j'ai dit à mes équipes, il est hors de question, sur des machines qui sont hautement redondantes, d'avoir un single point of failure. Je suis désolé, mais il est hors de question d'avoir ça. Bon, elles l'ont avalé, les constructeurs aussi, un peu moins bien, mais clairement, c'est quelque chose, je pense, qui est fondamental, notamment pour repérer dans des environnements assez hostiles. On va vous demander aussi, si vous êtes constructeur, d'être résistant au choc des oiseaux. Alors les villes sont bien connues pour être plein d'oiseaux qui volent dans des endroits, les parcs, etc. Aujourd'hui, un hélicoptère de CS-27 n'a pas à démontrer un choc à l'oiseau. Par contre, on estime que ça serait quand même mieux. Ensuite, crashworthiness, donc quand vous allez vous crasher. Alors là, on a été un peu moins sévère. On va accepter des dommages au véhicule. Aujourd'hui, si vous prenez un hélicoptère, normalement, le crashworthiness vous dit vous devez ne pas endommager complètement le véhicule. Ici, on autorisera du crash. Et un point aussi qui sera du flight recorder. Aujourd'hui, notre principal problème en general aviation et en opération hélicoptère, c'est que ces machines n'ont pas de flight recorder. Quand il y a un crash, et il y en a un qui a eu lieu très récemment en Norvège, vous êtes complètement aveugle. Aujourd'hui, honnêtement, c'est un scandale. Je vous le dis comme je pense, c'est un scandale. On devrait savoir la root cause dans l'heure qui suit, savoir corriger ça dans les minutes, si c'est possible, ou les mois, mais pas les années qui suivent. Il n'est pas acceptable qu'on ne connaît pas la root cause. On s'est crashé, on ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est une condition fondamentale. On peut fail fast, mais il faut réactiver vite. Réactive. Aujourd'hui, si vous avez 100 000 machines et que vous ne savez pas pourquoi, 100 000 machines, l'exposition au risque de la flotte est énorme si vous ne savez pas la root cause.
Alors pour le développement des means of compliance, on s'est associé avec l'Eurocae pour développer des standards. Donc c'est vraiment un partenariat avec l'industrie. C'est le Working Group 112, si vous êtes intéressé. Il y a 5 subgroupes. Donc un petit message de pub. Si vous êtes intéressé, si vous êtes dans ce milieu-là, vérifiez que votre compagnie est bien participante à ce Working Group. C'est là que tout se passe. Alors, voilà un petit peu le timeline. On en a commencé en 2018. On a développé la condition spéciale en 6 mois. C'est comme une CS entière, une Certification Specification, ce qui est un effort remarquable. Je dois remercier mes équipes qui ont sué assez fort, qui ont sué encore plus après les commentaires, puisqu'il a fallu répondre à chaque commentaire un par un. On a fait des présentations à la communauté. Alors l'ESC, c'est le Hazard Safety Committee, c'est notre plus haut niveau de décision. Et on est là aujourd'hui, on est en octobre et on développe les Means of Compliance. La Target, c'est présenté au Rotorcraft et Vitol Symposium, il manque un truc, en décembre, qui va se tenir lieu à l'EASA les 10 et 11 décembre de cette année. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à venir nous rejoindre. C'est là où on va montrer quel burst strike, quel niveau de crashworthiness, quel niveau HIRF, quel niveau de safety, qu'est-ce que veut dire un single failure, etc. etc. Oh, on est encore dans les temps. Operational aspect. Alors aujourd'hui, juste un petit rappel, je l'ai déjà dit, mais aujourd'hui, les règles de l'air n'autorisent pas de voler au-dessous de 1500 pieds au-dessus des villes. Et dans certains cas, c'est complètement interdit. Paris est un très bon exemple. On a aussi des problèmes dans la partie pilot licensing, maintenance. Aujourd'hui, tout ce qui est maintenance fait appel à du fuel tank, tous ces aspects liés à l'aviation traditionnelle. Mais la maintenance de batterie, d'électrical system lié aux batteries, on n'en parle pas. Fuel cell, encore moins. Hydrogène, non plus. Et c'est écrit dans la loi. Aujourd'hui, on parle d'aérodrome, mais ce dont on a besoin, on a bizarrement des hélipads pas très bien définis en Europe. Par contre, on va introduire des vertiports. Alors aujourd'hui, les règles opérationnelles telles qu'elles sont faites dans le monde de l'aviation ne sont pas adaptées à des technologies disruptives. Et notamment, l'innovation, ce n'est pas quelque chose qui a été pris en compte quand on les a développées. Et le problème, c'est que pour modifier ces règlements, le lead time, c'est à peu près 10 ans. Parce que là, on s'attaque à la loi et on a tout un process de rulemaking. Si vous êtes familier des process réglementaires européens, vous avez de la comitologie, la commission, les États membres et des renvois, des modifications de texte, les services légaux. Enfin bref, 10 ans. Alors ça, c'est un gros challenge. Aujourd'hui, on essaye de s'y atteler. L'astuce qu'on a trouvée pour accélérer, c'est qu'on a introduit tout ce qui est Urban Air Mobility dans les plans qui étaient liés aux drones qui ont commencé déjà il y a 6-7 ans. Ça veut dire qu'on profite de la vague réglementaire liée aux drones pour introduire l'Urban Air Mobility. Alors évidemment, un des gros challenges aussi, c'est l'UTM. Et tout ce qui est Air Traffic Management. Aujourd'hui, ce qu'on va demander à l'UTM, c'est bien sûr un niveau de safety extrêmement fort, aussi d'être scalable, autoriser des opérations à large volume, avec des machines très différentes, des technologies différentes, des business models différents, des applications différentes, et tout ça en interface avec le manned aviation. Typiquement, si vous avez du taxi aérien aujourd'hui, et demain vous avez un hélicoptère de secours qui vient se poser juste à côté pour secourir une personne où il y a eu un accident. Manned versus unmanned, qui a la priorité, comment c'est géré, comment clearer, comment toutes ces problématiques sont assez délicates. High Density Operations, un point aussi, un accès équitable et faire à tous les airspace users. Aujourd'hui, ce n'est pas très équitable ni faire. Un Air Navigation Service Provider sont des services généralement d'État ou privés avec, en situation de monopole. C'est une problématique.
évidemment, il faut que ce soit compétitif et cost-effectif. Aujourd'hui, les coûts d'opération de l'Air Traffic Management est assez énorme. Minimiser les coûts de déploiement, donc avoir une infrastructure plutôt légère. Accélérer les déploiements aussi des technologies et être risk-based. Alors tout ça, c'est un gros monstre. Déjà, on a du mal avec le Single European Sky. Vous pouvez imaginer les défis qu'il y a associés à ces nouveaux types d'opérations. Et on a des opérateurs. Vous avez Uber qui dit « mais moi, je veux être mon propre ATM. Je veux gérer mon trafic. » Donc ça peut devenir plusieurs services privés. On ne sait pas comment ça va aller. Et par exemple, il y a potentiellement beaucoup de problématiques sociales associées, d'impact. Vous pouvez imaginer que si on développe de l'UTM complètement automatique, à un moment ou à un autre, l'ATM, le trafic normal, va basculer également. Et là, il y a beaucoup de casse sociales. Alors, Key Takeaway aujourd'hui, et on est dans les temps pour manger après avec les questions, c'est bien. Le Key Takeaway, le marché tel qu'il est aujourd'hui, c'est très difficile à deviner quelle sera la direction. Est-ce que ce sera les 5 milliards de dollars, c'est-à-dire vraiment une vraie niche à l'échelle mondiale, ou dans l'ordre de grandeur des trillions? Personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des nouveaux entrants avec des approches très innovantes, aussi bien en termes de produits que d'opérations, que de vitesse de développement également. Quand vous voyez la vitesse de développement de certaines entreprises, c'est incroyable. En moins d'un an, ils sont capables de mettre des prototypes en vol de manière totalement autonome. C'est assez... dans l'aviation traditionnelle, on n'est pas encore à ce niveau-là. L'adoption du marché, que va être votre réaction en tant que citoyen sur ce nouveau type d'opération est quelque chose qui est aussi hautement, difficilement prévisible. Si on se prend même, je dirais, trentenaire, quarantenaire comme référence, on a du mal. Maintenant, si vous prenez vos enfants ou vos petits-enfants, regardez, la voiture, on prend déjà le métro de manière autonome. La voiture, il y a déjà des premiers pas, même si on n'est pas encore là. Mais des gens s'endorment au volant. Vous avez tous vu ces vidéos sur le net que les gens s'endorment au volant. Pour eux, les interfaces telles que On-Demand Mobility sont très naturelles. Aussi, ces nouveaux services sont très naturels. Par exemple, moi je vois, vous avez aussi Car2Go, je crois, à Paris. C'est très développé à Cologne. J'ai vendu ma voiture. J'utilise plus ma voiture. Je prends ces genres de services, paf, j'ouvre avec mon smartphone, je monte dedans, paf. Alors là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pareil pour les interfaces. Quand j'ai amené mon fils dans un hélicoptère la première fois, il m'a regardé. Je suis où là? Il y a plein de cadrans, des aiguilles. On peut pas toucher. Comprends pas. Et d'ailleurs, on a un gros problème avec les pilotes. Les pilotes aujourd'hui, des générations actuelles, ne sont plus dans le pilotage manuel fin tel que les pilotes qu'on connaissait avant étaient fiers de posséder. Aujourd'hui, un pilote d'hélicoptère, il pilote dans une pièce de 2 € à peu près. C'est vraiment les mouvements quand vous êtes en hovering. Aujourd'hui, vous demandez ça à une génération d'aujourd'hui, tu me dis qu'est-ce que j'en ai à faire? L'autopilote, il est capable de faire ça. Ça ne m'intéresse pas de faire ça. Je ne suis pas une machine à piloter finement. Je veux lui dire, tu vas ici. C'est ce que je lui demande. La réaction du marché traditionnel est aussi assez problématique. On ne sait pas comment vont réagir par exemple, je vais prendre Airbus Hélicoptère ou Leonardo ou Bell. Ils sont vraiment... par exemple, l'industrie de l'hélicoptère a été très longtemps non innovante. La seule innovation, c'était un peu d'avionique, de l'autopilote. Le design de la machine, ça fait 50 ans qu'il est le même. 50 ans. On a mis un fenestron, enfin toujours... Bon. Là, vous avez des entrants qui leur disent « Mais ce que vous avez fait, les amis, je suis désolé de vous dire, mais c'est peanuts, on peut faire beaucoup mieux. » Et comment ils se positionnent, sachant qu'ils ont fait des investissements comme les automobiles. Vous voyez bien les problématiques qu'ont Volkswagen, Daimler, Renault à passer à l'électrique.
vous avez eu des investissements qui sont rentabilisés sur 20 ou 25 ans, qui tout d'un coup deviennent potentiellement obsolètes. Comment gérer ça? À la différence de l'automobile, les fabricants d'hélicoptères ne roulent pas sur l'or. Ce n'est pas un marché extrêmement porteur. Après, on a un gros problème sur l'intégration potentielle de toutes ces technologies. Ça, c'est un challenge qui est très délicat. Alors, on voit que les technologies commencent à converger à un niveau de maturité. Certaines n'y sont pas encore. Par contre, l'intégration de toutes ces technologies est quelque chose de très, très difficile à gérer. Un petit exemple, ceux qui ont fait, les derniers qui ont fait dans l'aviation, une intégration très importante de technologies différentes, c'est Boeing sur le 787. Ils ont eu des difficultés énormes d'intégration. Pourquoi le développement du 787 a été long et difficile? Ça a été l'intégration de nouvelles technologies. Et sur certains points, ils se sont ratés. Sur quoi? Les batteries. Les batteries, ils se sont ratés. Ça a conduit à grander la flotte. D'ailleurs, c'est moi qui ai signé le grounding. Parce que 2 feux de batterie, technologie mal maîtrisée, manufacturing mal maîtrisé. Et donc, à la fin, on grande une flotte. Quand on voit ce que ça coûte de grander une flotte, et on est typiquement aujourd'hui très bien, tout le monde est très bien placé pour le savoir, c'est un peu dommageable. Et l'intégration va être la clé du succès. Après, toutes ces technologies sont liées à l'hybridation, batterie, électrique, les moteurs électriques, processing power, flight control, full automation, artificial intelligence. Là aussi, c'est un buzzword. Aujourd'hui, on ne sait pas trop comment cette technologie peut être appliquée dans des systèmes avec un niveau de sûreté très important. La logique floue dans les niveaux de sûreté, c'est un peu difficile. En tout cas, on ne sait pas comment on va les certifier. Et some enablers, si ce n'est tous, sont potentiellement des business killers. Alors évidemment, ça fait beaucoup de business killers potentiels. Au niveau, il y a aussi les investissements qu'il faut consentir pour entrer ce marché seront assez conséquents. Ce n'est pas donné à tout le monde. Là, on voit Lilium essayer de faire un round à 500 millions d'euros. On commence à rentrer dans une autre catégorie d'investisseurs potentiels. Des gens qui mettent 50 millions pour voir type automotive qui ne savent pas trop, ça existe. Des gens qui mettent 500 millions sur la table sur des produits avec autant de risques, ça commence à être un peu plus problématique. Donc là, on va voir comment le marché financier, on va dire, réagit. Et ça, c'est pas évident. Le risque est très grand. Et 500 millions, il faut avoir des deep pockets assez importantes. Après, il faut aussi pas se leurrer. C'est une compétition mondiale. Et il ne faut pas se leurrer non plus. Les autorités qui vont réguler ces opérations, ces machines, vont jouer un rôle pivot. Soit on tue les projets, soit on les permet d'entrer. Et vous avez des approches totalement différentes. Donc, le hasard, on a choisi, comme je vous l'ai montré, d'être très transparent sur ce qu'on fait, comment on le fait, pour vraiment dire aux constructeurs. Vous avez l'opportunité d'abord de commenter, de savoir un petit peu. Et si vous êtes un développeur potentiel, vous savez à quoi vous attendre. Les Américains ont choisi totalement l'inverse. Et eux ont décidé de ne rien mettre public et d'avoir que des négociations unilatérales ou bilatérales avec leurs applicantes. Donc, si vous êtes Joby Aviation, vous discutez avec la FAA, et si vous êtes Kitiok, vous discutez avec une autre FAA d'ailleurs, et potentiellement vous avez des règlements différents. On leur a exprimé nos points comme quoi c'était un peu unfair, mais bon, après, chacun leur choix. Et la troisième approche, qui est l'approche chinoise, qui est j'autorise tout, parce que je peux me le permettre, parce que chez moi, s'il y a des crashs, et je vous ai mentionné Yang, des bruits nous disent que quelques accidents mortels ont déjà eu lieu. Je saurais mettre suffisamment de couverture pour ne pas assurer de publicité et adapter la réglementation. Donc je vais laisser le marché évoluer dans des endroits d'ailleurs plutôt isolés dans un premier temps, voir ce qui se passe et ensuite je fais la réglementation. Ils ont ce luxe
de pouvoir permettre les opérations et d'avoir la capacité de maîtriser l'information pour ne pas avoir de problèmes liés au grand public. Alors, tout ça fait que c'est quand même un environnement extrêmement intéressant et c'est vraiment un moment très excitant, très challenging d'être dans ce milieu-là et de participer au potentiel futur de l'aviation. Je vous remercie et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci bien.